Bon, bah ça en fait, c'est la vanne de début que je mets avant l'intro, donc c'est la pré-intro. Mais j'en ai pas, puis en plus j'ai oublié de la faire. C'est le gars qui fait le montage qui me dit ça. C'est moi en fait, le gars qui fait le montage. Donc bah voilà, c'est une pré-intro Ikea, vous la montez vous-même. Voilà. Et là, normalement, je dis salut les boiseux, et surtout les boiseuses, parce que sûrement, qu'il paraît. Non, c'est pas ça, non. Là, je dis salut les boiseux, et surtout les boiseuses, parce que c'est important, les dames, tout ça. Voilà, c'est plutôt ça. Et c'est parti. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'intro d'avant, parce que j'ai oublié la faire, alors je la tourne après. L'intro. Voilà, c'est... Et le mec qui fait le montage, il se démerdera. Ah ouais, non, c'est moi le mec qui fait le montage. Bon, bah c'est comme ça. Bon, donc je me suis mis de l'autre côté de l'atelier. Les planches sont bouffetées, hein, c'est-à-dire j'ai fait les profils en trapèze dedans, là, donc avec l'outil à bouffeter sur la toupie. Et bah, je vais procéder au collage. Donc avant de faire le collage, j'avais fait de toute façon, avant même de bouffeter, les signes d'établissement pour m'y retrouver dans mon panneau. Je ne détaille pas cette partie-là. J'ai remis mon panneau là à plat pour être bien sûr que voilà, j'ai bien les planches dans l'ordre, parce que quand on colle, c'est pas le moment de discuter. Donc j'ai préparé ce qu'on appelle le chantier de collage. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets l'URL dans la description, c'est important. Donc j'ai un seau d'eau avec une éponge pour essuyer les bavures de colle. J'ai préparé mon pinceau et puis ma colle. Voilà. Donc pour la colle, là j'utilise de la 305.0 de chez Kleberit. C'est une colle qui est bien pour les menuiseries intérieures. En colle vinylique standard, il n'y a pas besoin de plus. En plus, avec ce profil-là, c'est vraiment costaud. Hein. Ça crée une bonne surface de collage. Et puis les emboîtements sont vraiment top. Ça, petite astuce peut-être, ça c'est les serre-joints que je vais mettre par-dessus à l'envers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà scotché avec du ruban de masquage dessus la cale en bois. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est la cale en bois qui va servir pour protéger. Voilà. Sachant que de ce côté-là, je la tiendrai à la main, parce que c'est le côté où je serre. Hein, côté, voilà, côté là. Donc ça, j'ai déjà préparé. J'ai réglé aussi mes serre-joints avant. J'ai préparé des serre-joints supplémentaires, parce que pour le coup, j'ai pas de serre-joints assez long. Je suis un petit peu embêté pour ce genre de choses, donc il faudra que je m'équipe en serre-joint un peu plus long sur les longueurs entre 1 mètre et 2 mètres, parce que là, il va vraiment fallu que je fasse un truc un peu bizarre. On va relever les panneaux, voilà, tous dans le même sens, sauf le dernier que je vais laisser en place. D'abord parce qu'il me tient les cales là-bas au bout. Ben, je vais en coller. Alors en coller, ça s'écrit avec un O. Hein. Mettez pas une autre voyelle, ça peut être bizarre. Hein. Par exemple, je sais pas moi, si vous mettez un A, ça fait encalé, ça veut rien dire. Méfiez-vous des voyelles. Donc je vais en coller. Et je pense que je vais pas mal couper cette séquence au montage, parce que c'est pas passionnant. Voilà, j'en colle tout et ensuite je continue. Hein. Donc, pour info, hein, j'aurais passé, on va dire, 80% de ce pot de colle là, ça consomme pas mal. Hein. On doit rentrer 1/3 de litre là-dedans, je pense, quelque chose comme ça. Bon, après, on va pas se mentir, la grande majorité de la colle, on la retrouve par terre hein, quand même. Hop là, dernier. On met les cales pour pas abîmer. Même si de toute façon, il est fortement probable que je vais rescier. Hein. Donc voilà, on va serrer un petit peu.
ça devrait déjà... On voit que la colle commence à baver sur les joints, c'est plutôt bon signe. Alors, ça prend sa place doucement. Une des choses qui me permet de dire ça, c'est que quand j'enlève la colle avec l'éponge, si j'attends, en fait elle continue de remonter, ça veut dire que c'est en train de se serrer. Donc petite astuce, hein, je recouvre de scotch, alors j'ai pris celui que j'avais sous la pince, c'est du gris là, c'est le fameux duct tape américain, comme ça, parce que là je vais avoir besoin de protéger, puisque je vais faire un truc un peu bizarre, et l'avantage c'est comme ça, je suis sûr que la colle accroche pas dessus. Voilà. Vous connaissez la blague? En fait, c'est deux serre-joints qui discutent, puis il y en a un, il fait à l'autre dis donc, je veux pas te mettre la pression, il va falloir jouer serré là. Donc là, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe. Donc je vais finir de faire mon serrage en enlevant bien la colle autant que je peux avec mon éponge, etc. J'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure. Après, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis bon, on se retrouve pour la suite. Hein. Voilà, donc la colle a séché. J'ai ramené le plateau ici. Là, c'est l'envers. Hein. Donc l'endroit est propre. Il n'y avait pas de problème de traces de colle puisque j'avais bien épongé et bien essuyé. Et là, bah, en fait, je vais prendre un ciseau à bois. Et puis je vais gratter un petit peu la colle juste pour enlever la surépaisseur. Après le reste, on fera un ponçage plus sérieux quand la colle sera complètement sèche. Donc en général, j'attends pas que la colle soit sèche. Là on voit que c'est encore un peu blanc, donc c'est pas tout à fait sec, parce que comme ça c'est plus facile à enlever. Donc je prends un ciseau à bois. Donc le ciseau, pas le biseau vers le haut, hein, parce que le biseau vers le haut, vous allez attaquer le bois et puis vous allez tout massacrer. Biseau vers le bas, l'avantage c'est que en faisant levier comme ça, hein, là, on a un contrôle en fait sur la lame. Donc moi je le prends, voilà, je le prends comme ça, et puis bah tout simplement, voilà, je vais enlever la colle. Donc je fais quelque chose d'assez superficiel, là c'est juste pour enlever ce qui pourrait me gêner quand je vais faire des usinages ou ce genre de choses. Encore une fois, on fera le ponçage quand ce sera bien sec. C'est juste pour avoir une surface lisse, comme ça je suis propre. Voilà. Donc je fais ça partout. Après je vais aller scier donc les bouts, hein, pour avoir des bouts propres de chaque côté, et puis avoir la longueur dont j'ai besoin, la longueur définitive. Et une fois que ça se sera fait, on fera donc les encoches, oui mais non, les rainures à arrêter dans les emboîtures, et ensuite il faudra faire toute la partie languette dans cette partie-là, et c'est là que ça va être un petit peu plus technique. Voilà, donc c'est recoupé, j'ai positionné les emboîtures, hein, pour me donner une petite idée de ce que ça donne. Je suis censé être à 2,05 m de haut, là je suis à 2,08 m, donc il faudra peut-être que je recoupe un tout petit peu, enfin que j'agrandisse un petit peu ma languette et mes tenons, voilà. Donc ça pèse son poids quand même, hein. J'espère que la quincaillerie va tenir le choc. Ça, je le saurai, mais je le saurai plus tard. Voilà, donc je vais mettre le plateau de côté, hein, on va laisser finir de sécher. Ensuite j'y passerai un petit coup de ponçage et puis on fera la finition dessus. Mais avant ça, il faut que je fasse donc les rainures dans ces pièces-là, hein, que je calcule mon coût. Ce sont des rainures à arrêter, donc on va en parler parce que ça c'est intéressant. Et puis il faudra que je fasse mes mortaises et ensuite les languettes et puis les tenons qui vont avec, hein, on va voir ça. On va faire un petit peu des créneaux comme sur les châteaux forts. Je sais pas combien il pèse. À mon avis, je sais pas, 30 ou 40 kg doit faire le plateau seul. Avec les emboîtures, on doit être dans les 50. La quincaillerie est censée tenir 60. Mais bon. Pour faire mes emboîtures, je commence par faire une rainure arrêtée dans cette pièce.
Voilà. Donc c'est une pièce qui fait 98 cm de long. Mes rainures doivent s'arrêter à 9 cm du bord. Mais vous allez voir qu'on va pas faire de calcul pour savoir où est-ce qu'on arrête nos rainures. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de 2 petites pièces de bois pour savoir où est-ce que la rainure va commencer, la fraise va commencer à usiner la pièce. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je tourne ma fraise et puis petit à petit j'approche ma pièce et hop, là vous entendez peut-être, voilà, là ça commencerait à usiner par là. Ça va nous permettre de positionner ça, notre cale de sortie. Pourquoi? Parce que quand on va sortir avec la fraise, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'arrête ici. Là je vous ai fait un trait, j'espère qu'on le voit bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, c'est ici que doit s'arrêter ma rainure. Sur ce trait-là. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Non, je pense qu'on le voit. Donc ma rainure doit s'arrêter là. Donc on est d'accord qu'il faudra que je commence à tirer ma pièce vers l'arrière quand elle va atteindre ce point-là. Mais ce point-là, ici, avec les barrettes, etc., il est toujours un petit peu compliqué à marquer. Donc, plutôt que de s'embêter, on est d'accord qu'une fois que ma pièce est dans cette position, la distance que j'ai avant ma cale d'arrêt qui doit se mettre ici, complètement à gauche, c'est cette distance-là. Donc, pour savoir un petit peu comment ça va se passer, bah, il suffit que je mesure ma distance, voilà, 89, hein, ça fait 98 moins 9, ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, pour placer ma cale, bah, je mesure 89, tac, et je vais venir mettre ma cale à 89. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et pour l'autre côté, bah, ça va être le même combat. C'est-à-dire que je vais venir mettre une autre cale. Je vais venir ici faire la même manip. Voilà, ça touche. Et une fois que ça touche, eh ben, je mesure mes 89 de la même façon. Et je vais venir régler ma cale à 89. Voilà, moins le jeu de mon chariot, mais on n'est pas à ça près. Une fois que j'ai fait ça, bah, c'est bon. Donc, j'ai pas besoin de faire d'essais, etc. Je sais que je commence à usiner à la cale ici. Donc, comme je veux 89 en début d'usinage, tac, je me mets là. Et de l'autre côté, de la même façon, je vais faire la même chose. Sauf que je vais pas la fixer pareil. Parce que j'ai un petit problème de longueur, j'ai envie de dire. N'y voyez aucune allusion, c'est le seul moment où j'ai un problème de longueur. Pour le reste du temps, ça va. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Mais si on est tous bien d'accord que mes trucs ici et là, ils marquent les débuts et fin d'usinage, je vais faire un peu plus un plan d'ensemble. Quand j'arrive dans ma cale, tac. Alors là, je peux pas y aller, il y a la fraise qui me gêne. Mais on est d'accord que je suis ici. Hein, donc là, j'ai le trait qui est bon. Alors vous le voyez peut-être pas à la caméra. Et de la même façon, de l'autre côté, hein, je vais donc jusqu'à ma cale. Tac. Hop. Et là, on voit que je suis en face de mon trait. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, ou ma cale a bougé. Il s'est passé quelque chose. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Je mettrai un coup de ciseau supplémentaire. Mais dans le principe, ça fonctionne de cette façon-là. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de pièces d'essai pour faire vos rainures. Maintenant, on va aborder un point assez important, parce que je vois souvent des choses, enfin des moments où on fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer, quand vous allez mettre votre pièce, il faut rentrer d'abord donc ici, comme ça, et ensuite, vous rentrez là. Et là, ce qu'on voit là,
c'est que l'air de rien, ici j'ai déjà 1,5 cm. Hein, là. Vous voyez, je peux passer pratiquement ma main entre ma cale et ma pièce. Et ça pose un problème, parce que ça veut dire que la fraise va commencer à toucher la pièce ici, et au fur et à mesure que vous allez rentrer pour usiner votre rainure, et ben, votre outil, il va faire reculer votre pièce. Comme ça. Et ça, c'est extrêmement dangereux. D'abord, avec le choc ici, ça peut vous décaler votre cale. Décaler la cale, oui, parfaitement. Donc ça, c'est pas bon. Et ensuite, bah, vous avez un mouvement de recul, et ça, on veut pas. Ne serait-ce que de vous faire pincer les doigts entre la cale et la pièce, ça peut être violent. Ça peut facilement vous casser un doigt quand même. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Et même si ça paraît un tout petit peu contre-intuitif, bah, quand on va rentrer dans l'outil, on va d'abord se caler, alors j'exagère beaucoup le geste, on va d'abord se caler comme ça, donc voilà, je prends ma cale, tac, je me mets comme ça, je vais rentrer ma pièce dans mon outil, et petit à petit, eh ben, je vais avancer comme ça. Et l'avantage de cette manière de faire, c'est que, en fait, on va usiner pas en avalant, mais bien en opposition. Et c'est ce qu'il faut quand on travaille à la toupie en entraînement manuel. Puisque là, avec les usinages arrêtés, on est forcément en entraînement manuel. Vous ne pouvez pas faire un usinage arrêté avec l'entraîneur. Ou alors, il faut être très précis. Voilà. Donc, je vois souvent des personnes ou des vidéos où on vous dit de le faire dans l'autre sens. Et ils vous disent pas pourquoi. Et la raison, elle est simple, c'est que le pourquoi, il n'est pas très, très avouable. Puisque en réalité, si on le fait comme dans le mauvais sens, c'est-à-dire en rentrant d'abord ouvert et puis en fermant, au lieu de rentrer d'abord fermé et en plaquant, ce qu'il faut faire, on va le voir dans la vidéo, et ben vous avez ce mouvement de recul. Et plus votre rainure est profonde et votre pièce est large, et plus vous risquez d'avoir un mouvement de recul. C'est très vrai pour les panneaux. Voilà. Alors, cette méthode-là, c'est la méthode vraiment qui est recommandé. Si vous achetez par exemple le livre de Guido N sur l'usinage à la toupie, eh ben, il vous recommande cette méthode et il vous explique pourquoi l'autre sens est mauvais. Et moi j'applique ça. Et c'est aussi ce qu'on entraîne normalement dans les centres d'apprentissage. Ce qu'on entraîne. C'est aussi ce qu'on enseigne dans les centres d'apprentissage. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment, pourquoi je fais comme ça, etc. Donc ben, maintenant on va usiner. Alors, je vais procéder en plusieurs passes pour une raison très simple, c'est que ma fraise, là, elle usine maximum 10 mm d'épaisseur. Il faut que j'en rachète une de fraise. Je prendrai bien une Freewood. Voilà, donc si je mets Dao, bonjour. Message. Si on fait abstraction du fait que ma fraise, elle coupe pas très bien, ça,
Vu la fumée, on va dire que ça coupe pas très bien. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, il faut que je la change. Si j'avais une fraise Freewood, ça couperait. Message numéro 2. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, c'est un petit copeau, mais... Donc vous avez le trait que j'avais fait, et à 0,5 mm maximum, eh ben, s'arrête ma fraise, hein, comme j'ai demandé. Je pense qu'on est précis. Donc ça, c'est un côté. Et puis ça, c'est l'autre. Hop. Et ça me paraît correct aussi. Alors tout ceci ne nous empêchera pas, bien sûr, hein, de finir au ciseau, puisque comme vous voyez à l'intérieur, vous avez forcément un arrondi. Ça, j'ai envie de dire, on n'y coupe pas. Voilà. Voilà donc pour l'histoire des rainures arrêtées. Et je répète, hein, au cas où ce serait pas clair, vous mettez en appui sur la cale, vous rentrez la pièce sur la fraise et vous vous rabattez. Voilà. Donc là, je le fais hors cale pour vraiment montrer le geste, mais c'est vraiment comme ça. C'est surtout pas comme ça. Pour la raison que j'ai expliquée, rien que là, on a presque 1,5 cm de recul de la pièce. Et si on est en train de faire une feuillure arrêtée ou quelque chose d'un peu plus grand encore, on peut avoir un recul de 3-4 cm, ça devient quand même très très important. Et sur un phénomène de rejet, la toupie peut vraiment prendre pas du jus, mais elle peut vraiment prendre de l'énergie et la communiquer à la pièce. Voilà, voilà. Donc les pièces sont rainurées. Tiens, je vais regarder combien elle fait ma rainure. Elle doit faire un peu plus que 14, je pense. Ça doit être plus proche des 15 que des 14. Faudra que j'adapte. On a fait la rainure. Alors, en toute logique, on va attaquer la languette. Hein, ça, fatalement. Voilà. Donc, j'ai monté la fraise à raboter sur la défonceuse. Alors, vous la connaissez, celle-ci, je pense. Hein. J'ai monté l'aspiration. Dans le cas qui nous occupe, c'est quasiment indispensable. On va enlever beaucoup de matière, puisqu'on va faire une languette quand même qui va faire 9 cm de large. Et je vais enlever presque 15 mm de matière, 13 pour être précis. Et pareil de l'autre côté. Donc on enlève 2,5 hein, au total, sur presque 1 mètre de large, sur 9 cm. Donc ça fait un gros volume de copeaux. L'aspirateur, il est indispensable, mais étrangement, il y a une grosse partie qui tombe par terre. Seulement, ce qui tombe par terre, c'est les copeaux qui sont assez lourds, mais qui ne vont pas dans l'aspirateur. L'avantage, c'est que l'aspirateur, lui, il aspire surtout la poussière, ce qui évite de se retrouver dans une atmosphère très poussiéreuse. Très poussière. Ça veut rien dire, ça. Donc lui, il va absorber les poussières fines qui sont les plus gênantes, parce que les copeaux qui tombent par terre, on passe un coup de balai et puis c'est bon. Donc, avec cette fraise-là, il faut tourner doucement, c'est une grosse fraise, c'est une fraise à plaquettes, donc c'est pas mal parce qu'elle va avoir un travail très très propre. Il n'y a pas de chauffe, il n'y a rien, donc c'est impeccable, il faut procéder par petites passes. Donc je vais faire d'abord à peu près la moitié de la languette. J'ai positionné une règle, je vais quand même boire un café pour me donner du courage. Pas vraiment besoin de courage, j'aime bien faire des copeaux, mais je vais quand même boire un... Enfin, voilà, c'est un prétexte, quoi. Alors, juste pour info, avec cette fraise-là, je prends des passes de 2-3 mm. Enfin, 2-3 mm sur la largeur de la fraise. Hein. Si j'étais sur une fraise classique à rainurer, j'en aurais pour un bon moment. Donc, puis j'aime bien le résultat qu'elle me donne. Et encore une fois, il n'y a pas de surchauffe, il n'y a rien, donc ça, je suis assez fan de cette fraise. Voilà. Juste un truc, par contre, je descends pas, alors ma rainure fait 15 mm, je descends pas à 15 mm en épaisseur de rainure, je laisse un peu plus, je suis entre quelque chose entre 15 et 16, et j'ajusterai au rabot, parce qu'on a un gros risque sinon d'avoir vraiment une épaisseur trop faible à la fin, sachant qu'en plus je vais procéder par retournement, ça veut dire que la moindre erreur est multipliée par 2. Donc je préfère terminer au rabot tranquillement, au rabot et au guillaume, on verra pourquoi le guillaume. Et puis de toute façon, il va y avoir pas mal d'usinage à faire après
pour obtenir la languette finale, etc., etc. Alors, dans les choses qui sont intéressantes quand même de remarquer, c'est que d'abord, la fraise, elle laisse quand même un état de surface qui est vraiment propre, hein, c'est nickel, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Alors, pour ceux qui vont poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça directement à la toupie là-bas sur la table, parce que la pièce est quand même assez grosse à manipuler, donc c'est plus pratique pour moi d'être avec la défonceuse sur la pièce qu'avec la pièce sur la toupie. Voilà. Après, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez tout à fait le faire en faisant des traits avec la scie circulaire. Si vous avez par exemple une scie sur rail comme celle-là, c'est assez pratique. Vous faites X traits et puis après vous dégagez le reste au ciseau et vous finissez au rabot, hein, pourquoi pas, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou. Vous pouvez le faire à la défonceuse, vous pouvez le faire à la toupie. Il y a plein de manières de faire. Juste, ce qui est intéressant de voir là, c'est que la première passe, en fait, elle me sert à mesurer la distance que j'ai à la règle. Et cette distance, c'est 63 mm. 67 mm, pardon. Donc ça veut dire que si jamais je veux aller jusqu'au trait qui est là, hein, j'ai fait un trait ici, je pense qu'on le voit un petit peu, donc qui représente mes 90 mm de large, hein, dont j'ai besoin, et il suffit que je recule mon guide là de 67 mm par rapport au trait. Et à partir de là, je suis pile sur le trait. Donc profitez en fait quand vous faites en plusieurs passes, ça vous permet de savoir à combien vous êtes. Voilà, moi je sais que je suis à 67 mm, parce que ça dépend du diamètre de la fraise, de votre règle, de la semelle de la défonceuse, ça dépend de tellement de trucs finalement que faire des calculs, ce serait source vraiment d'erreur. Voilà, donc je vais finir les passes de ce côté, je retourne et je fais les passes de l'autre côté, et on aura fini les languettes. On va dire que comme ça c'est bien. J'en fais pas plus parce que sinon après l'assemblage va être trop lâche. J'ai un tout petit peu moins au bout que ici là, ce qui est pas plus mal, parce que quand je vais rentrer, il faudra quand même que ça rentre jusqu'au bout. Si ça plaque pas, je serai embêté. Voilà. Oui, une languette comme ça, je peux m'asseoir dessus. Je vais venir finir d'équarrir hein, les embouts des rainures là, puisque forcément ils sont arrondis, hein, parce que j'ai fait avec un outil qui tourne. Donc je pourrais le faire au ciseau et voilà, au ciseau à bois. Cela dit, de toute façon, là-dedans, je vais venir faire des mortaises à la mortaiseuse. Du temps que j'y suis, je ferai carrer le bout des languettes. Voilà, donc prochaine étape, il faut que je trace ici donc les tenons qui vont être en plus de la rainure. Donc il faudra sans doute que je fasse pas mal d'essais pour le rentrer et puis le ressortir, etc. C'est pour ça que si vous regardez bien, il est un petit peu plus long.
Ce qui me permettra pour le sortir de taper ici avec un maillet, parce que sinon, une fois qu'il sera rentré, je pourrai plus le sortir. Et comme je vais faire plusieurs essais, qu'au début ça va forcer tout ça, voilà, ce sera bien utile que j'ai un petit peu cette possibilité. Donc là maintenant j'ai commencé à tracer l'emboîture proprement dite. Donc ce que j'ai fait, j'espère qu'on va bien voir, normalement on va bien voir. Voilà. Donc j'ai ma rainure qui commence ici. Elle est un peu arrondie, donc ça il faudra que je l'équarrisse, autrement dit que je le rende carré. Alors il y a deux solutions, soit avec le ciseau à bois, tout simplement, soit avec la mortaiseuse à bédane carré pour reprendre sur le bord ici. Je vais plutôt utiliser cette seconde solution parce que de toute façon je vais passer la pièce sous la mortaiseuse pour faire justement les mortaises qui correspondent à ce qu'on va voir après. Donc moi je vais le faire à la mortaiseuse, mais on peut le faire aussi au ciseau. Voilà. Les mortaises aussi on peut les faire au ciseau. Hein. Mais là c'est déjà des grandes mortaises, voilà, ça ira plus vite à la mortaiseuse. Les parties que j'ai hachurées en bleu, c'est les parties que je vais enlever. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma languette là, hein, donc j'ai une languette qui court tout le long. Donc elle fait la profondeur de la rainure, moins un petit millimètre ou deux, un petit millimètre et demi en fait. Voilà. Ma rainure fait 23 de profond, ma languette elle va faire 21, 21 et demi, quelque chose comme ça, pour être sûr qu'elle m'empêche pas de rentrer jusqu'au fond. Et j'ai tracé donc 1, 2, et puis l'autre vous ne le voyez pas, il est hors champ, mais un troisième tenon qui est le même que celui-ci, mais à l'opposé. Voilà. Donc il faudra que j'enlève ces parties en bleu pour faire mes tenons. Alors pourquoi pas faire une seule grande languette qui fasse tout le long? Tout simplement parce que ça fragiliserait trop l'emboîture. Hein, donc la pièce qui va venir s'emboîter dessus. D'un autre côté, pourquoi pas faire juste une languette et puis on se prend pas le chou? Parce que justement, la languette serait pas très solide. Du coup, on opte pour cette espèce de mix entre la languette et le tenon. Et donc on fait 3 tenons. Et on va voir qu'il y a les mouvements du bois qui vont nous préoccuper. Et par conséquent, ce qu'on va faire, c'est que on va coller celui du milieu, mais pas ceux des extrémités. Par contre, tous seront chevillés à la tire, de manière à ce que ça puisse bouger. Voilà. Donc c'est important aussi de savoir exactement où sont les languettes, les tenons. Les tenons font 14 cm de long. Et donc il faudra que je laisse de la place de chaque côté. C'est aussi pour ça que ici, je ne mets pas mon tenon sur le bord, je vais faire un petit décroché comme ça. Voilà. Donc ça, on va le voir après. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tracé et que j'ai immédiatement reporté mes tracés sur mon emboîture, ce qui va me permettre de tout simplement reporter ça de l'autre côté pour faire la même chose et tracer sans trop me prendre la tête, tant qu'à faire. Hein. Voilà, soyons feignants. Voilà. Donc je vais tracer l'autre côté, et une fois que l'autre côté sera tracé, je ferai le mortaisage, et ensuite j'ajusterai les tenons aux mortaises, puisque c'est dans ce sens qu'on est censé théoriquement travailler, c'est beaucoup plus facile que d'ajuster les mortaises aux tenons. Hein. On va venir affiner un petit peu le tenon, parce que j'ai laissé un tout petit peu de gras, de façon à ce que il rentre dans la mortaise pile poil, comme diraient nos amis canadiens, faut que ça fitte. Donc là, je suis à la mortaiseuse. Donc comme je l'ai dit, ce que je vais commencer par faire, c'est finir de rendre carré mes embouts de rainure, puisqu'ils sont ronds, puisque forcément, on les fait avec un outil qui tourne. Donc voilà pour ça. Et puis ensuite, je ferai mes mortaises, sachant que je suis vraiment aux limites de ce que cette machine est capable de faire en termes de profondeur, voire peut-être un peu moins. Donc plutôt que de me prendre la tête avec des solutions compliquées, je raccourcirai mes tenons de 2-3 mm, parce que ça risque de se terminer comme ça. Puis voilà. Pas vraiment lieu de s'énerver. Et bois un café. Voilà, donc j'ai fini tout le mortaisage à la mortaiseuse à bédane carré. Et c'est pas magique. Du coup, il faut quand même faire un petit nettoyage au ciseau, d'autant qu'en profondeur, je suis un peu limite. Il y en a qui rigolent là dans le fond. Voilà, donc ciseaux, pas quoi vous dire de plus. Quand vous faites des mortaises en série comme ça, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez gagner en efficacité avec le travail au ciseau. Petit problème que j'ai, c'est que
quand je plonge dans la mortaise avec le ciseau et puis que je suis un petit peu comme ça, bah pardon, un petit peu comme ça, voilà. Là, je viens toucher les bords de chaque côté avec la virole. Et le problème que ça pose, c'est que ça abîme un petit peu les bords. Mais comme c'est à l'intérieur, et que les bords extérieurs là qui vont être visibles se voient pas, ça pose pas de vrai problème. Hein. Donc là, je suis à 14 un peu plus sur la largeur de la rainure. Donc bien sûr, je prends pas un ciseau de 14, sinon je vais galérer avec. Je prends un ciseau de 12. Et puis pour faire les plats sur les côtés, je prends un ciseau de 20. Donc voilà, je commence par décoller tout le long comme ça. Je fais ça de chaque côté. Voilà, et ensuite je prends le ciseau de 12, d'où l'expression passe-moi le 12. Ah non, passe-moi le 12, c'est pour la résolution diplomatique des problèmes de voisinage, c'est ça. Ça n'a aucun rapport. Et donc, je travaille biseau vers le bas, hein, comme ça. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir contrôler ma plongée, parce que si je travaille biseau vers le haut, je vais rentrer de plus en plus dans la matière, j'arrive pas à ressortir mon ciseau, etc. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire sauter hein, vers le haut, comme ça. Voilà, on remonte comme ça. Alors idéalement, hein, pour travailler comme ça en profondeur, c'est plutôt un bédane qu'il faut, mais j'en ai pas. Et là encore, bah, mes ciseaux sont un peu courts. Je suis à plus de 9 cm de profondeur, c'est beaucoup. Voilà, donc je finis ça, et ensuite on va tailler tranquillement nos tenons, notre languette correctement par rapport à ce qu'on a tracé tout à l'heure. Et puis ensuite, eh ben, on fera nos premiers essais d'emboîtement, on ajustera, etc., etc. Et ensuite, on procédera au chevillage. Ça, c'est la partie un petit peu intéressante du truc. Donc là, alors à la fois pour montrer, et puis pour pas me gourer, parce que voilà, j'ai mis en bleu, assuré en bleu à la craie bleue, les parties que je dois enlever. Sachant que j'ai un tracé qui est relativement précis. Hein. Voilà, donc je vais m'occuper de ça. La partie un petit peu délicate du truc, c'est simple, hein, c'est qu'à un moment donné, bah, faut venir scier ici, et forcément, on peut pas trop faire ça avec une scie. Donc peut-être que je vais travailler un petit peu à la scie sauteuse, parce que c'est pratique, et parce que j'ai pas encore de scie à guichet. Scie à guichet, vous savez, c'est la scie avec une lame très très fine, comme ça, et on peut tourner avec, on peut faire ça avec une petite scie à chantourner aussi. J'ai pas encore reçu j'ai pas encore commandé ce qu'il me faut là-dessus, donc du coup, je vais peut-être faire un petit coup de scie sauteuse. Voilà. Et pour le reste, je vais travailler juste avec celle-là, là, parce que pour ça, elle va aller bien, puisqu'en fait, j'ai une alternance. Un coup, je vais couper perpendiculaire au sens du fil, et puis un coup dans le sens du fil. Et pour ça, la Ryoba, comme elle a les deux côtés, c'est assez pratique, ça évite de changer d'outil. Alors là, je prends soin surtout de ne pas venir abîmer mon bord là, qui est bien droit. Hein. Donc ça, c'est important. Alors ce nettoyage-là, il est important parce que c'est ce qui va permettre de bien plaquer ici. Donc quitte même à creuser un peu au milieu, surtout en touchant pas sur les bords. Voilà, et là pareil. Hein. Alors on voit peut-être pas bien, mais en gros, je sais pas si on voit que mes mains peut-être là, mais en gros, voilà, je vais me rapprocher de mon trait tout simplement, pour être ni plus ni moins à la cote. Voilà, et donc après, je vais faire le reste. Voilà, de l'autre côté, etc. Et ensuite, j'aurai obtenu ma forme définitive, c'est-à-dire une languette qui va se prolonger tout du long, là, avec à chaque fois des tenons qui vont sortir comme ça, et qui vont rentrer dans les mortaises que j'ai fait. Voilà, donc je fais ça, je fais l'autre côté, et puis encore une fois, je vous retrouve après. Donc, j'ai fini les découpes, donc on a la forme finale, hein, avec la languette,
et puis là elle est prolongée par les tenons. Voilà. Donc il faut bien chanfreiner, hein, donc moi je m'embête pas. Voilà, je prends un ciseau et je fais des chanfreins un petit peu partout là. Ça facilite bien et alors bien sûr qu'on essaie de travailler propre, hein. Enfin bon, là dans le cas qui nous occupe, la régularité des chanfreins, on s'en fout un tout petit peu. Alors je sais pas non plus si vous vous souvenez, mais je vous ai dit volontairement les emboîtures, on va les faire plus longues. Plus longues pourquoi? Pour pouvoir taper de chaque côté, pour pouvoir les ressortir. Et ça, je regrette pas ça. Parce que sinon on se prend la tête pour rien. Donc je remarque que ça rentre pas par ici. Je vais enlever un petit peu de matière. Alors je fais un petit peu au rabot de paume, un petit peu au rabot comme ça. Sur le bord ici, on utilise le Guillaume tout simplement, hein. Il est fait pour. Voilà, donc j'y vais. Alors c'est comme dans certains domaines, il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard. Autrement dit, au début, voilà, vous faites des petits coups de rabot pour diminuer l'épaisseur petit à petit, et puis on procède par essai-erreur, et on voit si ça rentre. Alors un truc important que j'ai fait, c'est que je retourne la pièce au fur et à mesure, je retourne la table. Parce que sinon, quand je vais arriver au bord, je vais avoir des épaissis qu'un seul côté, et du coup, je vais avoir un gros désaffleur. Je vais finir d'ajuster ça, puis je vous retrouve après pour pas changer. Il y a quand même un petit jour au milieu, donc il faudra que je vois pourquoi. Ouais, je pense qu'on voit pas bien parce que et si je fais un zoom, voilà, donc il y a un petit peu ici. Alors peut-être que quand j'aurai fait le chevillage, il n'y aura plus, on verra. Mais j'ai aussi l'impression que je touche sur les bords là avant de toucher au milieu. Il faut que je vois aussi sur l'autre côté comment on est. Peut-être l'autre côté qui m'empêche d'avancer. Donc ça, faudra que je vois. Bon, c'est pas trop mal quand même, hein. J'avais besoin d'espace supplémentaire ici. Pourquoi la pièce elle est plus grande? C'est simple, hein, c'est que là je viens de le rentrer. Je vais avoir besoin de le ressortir pour faire le chevillage. Donc forcément, si j'ai pas cette petite surlongueur de prévu sur les côtés, c'est quasiment impossible de le ressortir. Voilà. Donc pour ce morceau là c'est bon. En tout cas on va considérer que ça l'est. Et ben il reste à faire en face, hein, forcément ça. Voilà, donc les assemblages, les ajustements sont terminés. Donc ce qui va me rester à faire, bon je suis pas trop mécontent, hein, dans l'ensemble c'est propre. Voilà. Donc ce qui va me rester à faire, c'est de faire le chevillage, donc à la tire, on va voir, c'est une technique un peu particulière. Alors pourquoi à la tire? Pour deux raisons. D'abord parce que je vais pas tout coller, je vais coller que le tenon du milieu, et je vais pas coller la languette dans toute sa largeur, parce que on a 90 cm là de largeur, avec du bois qui est relativement de quartier, hein, c'est assez correct de ce côté-là. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on va avoir des variations saisonnières dues aux variations d'humidité de l'atmosphère, notamment en intérieur. On a tendance au printemps et à l'automne, donc on a tendance à avoir des intérieurs qui sont assez humides.
À ces moments-là, donc le bois, lui, il va se mettre en équilibre hygrométrique avec l'atmosphère ambiante. Il faut savoir que le bois, ça ne sèche pas, ça se met en équilibre hygrométrique avec le milieu environnant. Donc il va se passer ça. Bien entendu, l'hiver, notamment dans les maisons qui ont des chauffages électriques, où l'atmosphère est très très sèche, le bois va se rétracter. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait un assemblage un petit peu compliqué. Comment ça va se passer? Je vais laisser ces deux tenons-là, je vais leur donner du jeu, les deux tenons qui sont sur les côtés, là, qu'on ne voit pas. Je vais les montrer d'ailleurs. Voilà. Donc je ne vais coller que le tenon du milieu. Ces deux tenons-là ne seront pas collés, d'où l'intérêt du chevillage, et notamment à la tire, parce qu'il va nous aider à bien plaquer. On va voir pourquoi et comment ça fonctionne. Et pareil pour celui du milieu. Je vais faire mon traçage. Alors pour le traçage, on va pas se prendre la tête, vous allez voir. On va pas faire dans le compliqué non plus. Où est-ce que j'ai mis mon crayon? La seule question qui se pose, c'est comment je peux le faire tenir. Et bon, une fois qu'il tient, tac. Ouais, vous allez voir qu'après, on va essayer de faire en sorte que ce soit propre et un peu précis quand même. Donc voilà, j'ai les emplacements de mes tenons. De toute façon, je vais remesurer un petit coup pour être précis. Tout simplement parce que les têtes de cheville vont se voir une fois la porte fermée ou ouverte, donc autant que ce soit joli. Je vais faire des trous là-dedans, d'abord. Et je vais bien sûr pas tout traverser. Voilà, pour le chevillage à la tire, pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, c'est important. Donc, tout ça pour vous dire que je vais avoir un trou ici, je vais avoir un trou là. Bon, celui-ci, je vais le laisser rond. Et ceux-là vont être légèrement ovales, encore une fois, parce que le bois va jouer. Donc, comme il risque de se dilater et de se rétracter, la cheville, si jamais ici le trou est parfaitement rond et que c'est parfaitement ajusté, ça pourrait empêcher le mouvement, et donc je pourrais éventuellement avoir des fentes au milieu, ce genre de choses, chose que je ne veux pas. Donc j'en colle que ici. Ici je fais des trous légèrement ovales pour permettre le mouvement. C'est de l'ordre de 2-3 mm. Voilà. Pareil ici, le trou ovale. Bien sûr, sur la partie visible, trou rond. Comme ça, une fois que c'est chevillé, ça ne se voit plus. Et après ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. On va voir un petit peu comment on procède. Et puis bien sûr, il faudra qu'on fasse des chevilles, parce que pour cheviller, il faut des chevilles. Donc on va faire des chevilles en bois. J'ai prévu, donc dans des chutes, voilà, qui sont un petit peu de fil, j'ai taillé quelques morceaux de bois. C'est du 14 par 14 à peu près. Ah si, j'ai pas dit, mais je vais faire de la cheville de 12 au final. Je vais tout percer à 12. Donc ça c'est important à savoir aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Alors bien sûr, chevillage à la tire, ça va tout traverser. On va voir un petit peu comment ça rentre, etc. C'est une opération un peu délicate quand même. Voilà. Donc je vais tracer, je vais faire mes trous, et ensuite on verra comment on fait cela. Ceux-là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des trous ronds qui traversent tout. Je mets un pare-éclat dessous quand je perce pour que les surfaces soient propres des deux côtés, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc je récupère mon emboîture, je fais mes trous, et dès que mes trous sont faits, attention, il y en a qui se passage, et dès que mes trous sont faits, on fait le chevillage à la tire ensemble, voilà. Voilà, donc les trous sont faits. Donc j'ai percé à 12. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner bien proprement, en les rentrant le mieux possible, donc mes emboîtures. Voilà, et une fois qu'elles sont positionnées, je vais venir en fait marquer mon trou, et ensuite le perçage que je vais faire, je vais le décaler par rapport au trou. Je vais le décaler dans cette direction là, de manière à ce que quand je rentre la cheville, ça tende à rapprocher les deux éléments l'un de l'autre.
Alors bien sûr, hein, cette étape-là, elle est vraiment importante. Il faut vraiment prendre bien soin de marquer le trou correctement pour pouvoir avoir un décalage qui corresponde à l'emplacement réel du trou. Parce que si vous avez un décalage qui est déjà décalé par rapport au trou, soit vous le serez trop, soit pas assez. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc là, je pense qu'on voit bien hein, l'emplacement du trou. Bon, ils sont tous dessinés. Hein. Donc on sait exactement le contour du trou. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir me placer au centre du trou, mais je vais me décaler d'à peu près 2 mm. Et je vais venir me placer ici à peu près. Voilà. Et donc je ne vais pas être au centre, je vais être un tout petit peu décalé vers là-bas. Voilà. Ce qui fait que quand la cheville va rentrer, elle va tendre à rapprocher ça par là et rapprocher l'emboîture par là-bas. Donc c'est vraiment ça qui est important. Alors 2 mm pour un trou de 12, moi je compte généralement entre un cinquième et un sixième du diamètre du trou. Ça dépend de beaucoup de choses, parce que ça dépend aussi si vous êtes par exemple sur du bois qui est vert. Si vous êtes sur du bois vert, du bois par exemple en charpente, on n'utilise pas du bois tout à fait sec en général. Sur ce type de bois là, vous pouvez vous permettre de faire un décalage plus important. Puis ça dépend aussi de ce que c'est comme bois, s'il y a des bois plus ou moins souples. Voilà, donc là moi je pars du principe que c'est ça mon décalage. Donc je vais venir percer ici. Alors là par contre, pour être vraiment précis, j'utilise un pointeau hein, voilà, pour positionner mon trou correctement. Voilà, et je vais venir percer ici. Donc je vais faire ça pour chacun de mes trous là. Voilà, donc je vais faire pareil en face. Et puis ben, je vous retrouve après. Voilà, ben, pour le perçage, pas grand chose à dire. J'ai pris la râpe à bois puisque ces trous-là, hein, ceux qui sont donc sur les côtés, hein, celui du milieu j'y touche pas, il est centré, il n'y a rien à faire. Mais ces trous-là, en fait, je vais les ovaliser. Voilà, donc je les fais tous. Et puis une fois que c'est fait, ben, on se retrouve pour fabriquer les chevilles et puis faire l'assemblage final. Voilà, donc j'ai terminé. Bon, rien de complexe. Hein. Donc maintenant, on va fabriquer les chevilles. Donc j'utilise des sections carrées parce qu'avec une scie circulaire, ou enfin avec une scie d'une manière générale, on débite rarement autre chose que des sections carrées. Théoriquement, on est censé plutôt les fendre que les couper. Et c'est vrai que si on est bien dans le fil, on fait des chevilles plus solides. Là, j'avais un fil relativement droit, donc j'ai considéré que c'était bon. Mais si vraiment on veut faire les choses comme il vaut mieux les fendre, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre une petite hache, on va essayer de fendre le bois bien droit, et ensuite on va le travailler au ciseau. Donc pour partir, je vais partir d'une section carrée, je vais arriver à un octogone, et puis ensuite on sera presque rond. C'est pas forcément utile d'être complètement arrondi hein, sur une cheville. Donc j'utilise ce qu'on appelle un moule à cheville. Donc c'est rien de compliqué, hein, c'est une planche. Voilà. En haut, il y a une butée, ça on va s'en servir. Le trou, faites pas attention, le trou c'est juste pour la suspendre. Et là, j'ai deux planches et une butée ici, donc je vais mettre voilà, ma cheville comme ça. Et ensuite, je prends un rabot. On va lui mettre un peu de fer. Voilà, donc je vais faire les autres. Alors là, elles sont un peu plus grosses hein, que le diamètre du trou, donc il faut que je les ajuste.
Voilà, donc je les termine et je vous retrouve après pour pas changer. Bon, alors, mes chevilles sont un tout petit peu plus grosses que le diamètre des trous, c'est vraiment pour que ça rentre en force. Donc voilà, j'en ai fait une dizaine, quoi. On va les appointer. Les appointer, ça veut dire on va les rendre pointus. Donc pour les rendre pointus, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez la méthode menuisier, et vous faites gaffe où vous mettez vos doigts. Donc après vous avez les variantes de la méthode menuisier. Donc là aussi, faites attention où vous mettez vos doigts. Alors quand je dis qu'on va les appointer, c'est pas la peine de les rendre spécifiquement pointus, hein. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'elles rentrent facilement dans les trous. Parce que vu que les trous ils sont pas en face, si vous avez deux trous pas en face, vous allez, et que la cheville est plate au bout, vous allez buter, hein, sur le deuxième trou qui est pas tout à fait en face. Alors ça rentrera pas du coup. Donc voilà, vous avez ces méthodes là. Donc ça c'est ce qu'on fait de manière un petit peu orthodoxe, quoi, hein. Donc ciseaux, etc., etc. Voilà. Après, vous avez la méthode Rambo. Méthode Rambo. Voilà, donc pas grand chose à dire, hein, méthode Rambo. Voilà. Alors ça fait viril, c'est bien. Et puis vous avez la méthode scolaire. Bon alors là, pour des chevilles de 12, il faut avoir le taille crayon qui va bien. L'avantage de cette méthode, en tout cas moi je trouve, c'est que ça va vite. Voilà, donc vous voyez, je dis il faut les rendre pointus, mais c'est pas vraiment pointu, hein, je laisse un plat, on s'en fout. Encore une fois, l'objectif c'est de pouvoir attraper le trou en face, c'est tout, hein. Voilà, donc je vais toutes les faire, et puis une fois qu'elles sont faites, on va faire l'assemblage à proprement parler. Bon, comme on dit, c'est le moment de vérité, quoi. C'est là qu'on va voir si j'ai été performant. Donc je n'en colle que le tenant du milieu. De façon à permettre au reste de bouger. Alors, je me rends compte que j'en ai peut-être un petit peu trop fait, hein, j'ai peut-être un peu trop décalé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un forêt d'une taille un petit peu inférieure à 12, alors 10,5, et puis je vais repasser un petit coup dans les trous pour diminuer justement ce décalage. Voilà, je devrais être un petit peu moins violent en termes de... Ouais, alors c'est un petit peu dommage, hein, que j'ai eu à insister sur celle-là, parce que ça fait ce qu'on appelle une cheville fleurie, et en charpente, c'est pas bien ça. Mais bon, l'essentiel c'est que ce soit rentré, et après je pense que ce sera assez propre, puisque je vais raser. Je peux même raser tout de suite pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. Et il me reste à poncer.
Enfin si, je vais recouper un coup de chaque côté. Bon voilà, globalement je suis pas trop mécontent. J'ai des petits jours un petit peu disgracieux par endroit là. Alors c'est encore une fois des petits demi-millimètres qui se baladent, mais ça se voit quasiment tout de suite. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Parce que c'est pas parfait. Alors plutôt que de faire comme font certains youtubeurs qui vous cachent ce genre de choses, bah moi je vous en parle. Chacun voit. C'est vrai que ça fait un moins beau film, mais ça fait un plus honnête film. Voilà. Donc maintenant, je vais recouper sur les bords, une petite coupe de propreté. Pas forcément à la largeur définitive, là je suis un peu plus que 90, je suis 91 ou 12. Après je vais aller quand même mesurer dans la chambre exactement ce dont j'ai besoin. Peut-être que ça descendra encore de 1 cm ou 2, je ne sais pas. On verra. Donc voilà, donc je recoupe ça, et après ce sera la phase de finition, ponceuse, et je sais pas si je ferai une vidéo spécifiquement sur le montage, je vais peut-être vous présenter la quincaillerie. Alors pour le ponçage, donc, je fais le gros du ponçage à la ponceuse à bande. Vous aurez peut-être remarqué que il m'arrive d'être à 45 degrés à peu près par rapport au fil. La raison, elle est toute simple, c'est que quand j'ai un désaffleur à gommer, j'aime bien pouvoir m'appuyer largement de chaque côté. Vu que les désaffleurs, hein, ils sont dus aux assemblages là, ils sont dans ce sens-là, je me mets à peu près à 45 degrés. Comme ça m'évite d'aller creuser à l'endroit du désaffleur au milieu et puis d'avoir une surface un peu ondulée à la fin. Ce qui est important, c'est de faire le dernier coup de ponçage dans le sens du fil. Voilà. Vous aurez remarqué que je mets pas de masque non plus. En général, quand je ponce avec les ponceuses qui sont reliées à l'aspirateur, j'en mets pas, parce qu'il se trouve que je trouve que j'ai une très bonne aspiration, mais ça n'engage que moi. En tout cas, ça fait nettement moins de poussière que quand je fais de la défonceuse ou ce genre de choses. Il y aura sûrement plein de choses à dire dans les commentaires. Donc je l'ai recoupé la table. Je vais poncer l'autre côté, et ensuite ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de la quincaillerie, parce que je pense que, vu l'heure dans cette vidéo, je ne pourrai pas faire la pause. Est-ce que je ferai une vidéo sur la pause ou pas? Je ne sais pas. Alors, au niveau de la finition, donc, pour la poignée, j'ai trouvé ça en inox brossé. Voilà, ça me plaît bien. Donc c'est juste une petite poignée ronde hein, pour attraper la porte. Donc ça, et pour ce qui concerne la quincaillerie en elle-même, hein, pour le mécanisme coulissant, donc je suis parti sur quelque chose d'un petit peu rustique qui va aller, je pense, avec la porte. Donc on a un grand fer plat comme ça. Donc c'est du plat de 5 ou 6 ça. Ça fait 2 mètres. Donc pour une porte de 90 c'est bon. Sachant qu'il y a un petit souci technique là-haut là, qu'il va falloir que je résolve parce que j'ai un interrupteur qui est pas mal placé. Donc je vais m'arranger au montage. Bref. Encore une fois, je ne sais pas si je filmerai la partie montage. Je verrai. Pas sûr que ça intéresse tout le monde. Bref. Donc, ce rail-là vient coulisser sur le rail donc des roues, comme ça. Hein. Donc, on vient les fixer de cette manière-là sur la porte, tout simplement, en apparent. Avec de la boulonnerie également apparente. Voilà. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas dépasser... voilà, la quincaillerie est faite pour des portes entre 45 et 35 mm, je crois, me semble. Hein, quelque chose comme ça.
Donc, pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est les boulons là qui vont devenir trop courts. Et puis aussi ça, parce que ça, si c'est trop loin du rail, vous allez avoir des problèmes. Donc, voilà, c'est un retour qui fait une certaine dimension, pas plus. Donc, des roulettes comme ça, hein. Hop, j'en ai 2. Roulettes. Voilà, donc il faut que je les mette à chaque bout de la porte. Donc ça, après, il y a une petite butée dans le sol. Donc ça se met par terre et ça vient coulisser dans le dessous de la porte. Donc il va falloir que je rainure. Ça sert à faire en sorte que la porte puisse pas se balancer. Ensuite, il y a des entretoises qui sont livrées. Donc il y en a 5, ça correspond aux 5 perçages du rail. Donc ça ressemble un peu à un canon de perçage, hein. Et ces entretoises, elles viennent se fixer avec ça. Donc ça traverse tout le rail, l'entretoise, et ça sert à décaler le rail par rapport au mur. Voilà, tout simplement. Je trouve que dans l'ensemble, la quincaillerie est de bonne qualité. Alors avant que vous posiez la question, c'est pris chez Emuka. Voilà. Donc Emuka, c'est le fabricant. Moi, j'ai acheté ça chez Bricosaur. La référence, c'est 611 66 14. Le rail fait 2 mètres. Donc il fait pour des portes jusqu'à 90. C'est de la bonne qualité, la peinture est de bonne qualité, ça se voit tout de suite. Je pense que c'est des peintures qui sont plutôt four. Si, il y a 2 versions qui existent de ce truc-là, hormis les différences de longueur. Il y a la version amortie et la version pas amortie. Donc j'ai 2 amortisseurs comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, la porte vient en amorti dessus et elle se cale ici. Et ensuite, quand elle repasse dans l'autre sens, et l'amortisseur amortit. C'est le principe. Voilà. C'est pour qu'en ouverture et en fermeture, vous n'ayez pas la porte qui vienne faire taper en fin de course sur les butées. Parce que d'abord, à force, je pense que ça abîmerait les butées. Puis si c'est pour faire vibrer toutes les cloisons de la maison, c'est pas vraiment utile. Et vu que j'ai la porte là qui fait quand même pas loin de 50 kg, ça me semble être un minimum vital. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a 2-3 bricoles que je vous ai pas montré, mais voilà, c'est des petits trucs qui se mettent sur le rail, ça se fixe, etc. Ça, c'est pour faire les butées de chaque côté, pour fixer les amortisseurs, enfin voilà. Et il y a une dock qui est fournie avec et qui est assez claire aussi. Donc, vous voyez, des petites butées comme ça, voilà, ça vient se fixer avec des petites clés à laine sur le rail. Et ça permet de faire buter la porte à l'endroit où vous voulez, parce que vous pouvez très bien avoir une porte qui fasse pas 90, mais je sais pas, 80 par exemple. Donc maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, hein, parce qu'il faut que je fasse la finition. La finition, je pourrais la faire que quand j'aurai monté la quincaillerie en haut, parce que quand j'aurai monté la quincaillerie, je saurai la dimension finale de la porte. Puis après, il faut aussi que je réfléchisse au montage là, de cette vidéo, parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle des défauts? Ou est-ce que j'en parle pas parce que je suis un youtubeur et que donc ce que je fais est parfait? Je sais pas. Et qu'est-ce que je donne comme titre à cette vidéo? C'est la plus belle porte du monde? La porte parfaite? Comment est-ce que j'appelle ça, hein? Ou alors je dis juste que c'est une porte coulissante, quoi. Je sais pas. Combien qu'il fait ce rail? Bon barrez-vous maintenant, vous regardez prendre mon pied là, à coulisses. 6 mm. 6 mm, ils se sont pas foutus de la gueule du monde. Allez, clic.